Défense sur i24 News. Et au programme cette semaine, on passera en revue les stratégies américaines et russes dans le conflit syrien. On s'intéressera également aux 20 ans. C'est un anniversaire donc depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Qu'est-ce qui a changé depuis d'un point de vue sécuritaire et politique? Décryptage à suivre. C'est parti pour Défense. Et l'actu défense de la semaine, c'est tout d'abord cette note des services de renseignement français qui met en lumière la nouvelle stratégie des terroristes de l'État islamique, le principe des frappes obliques, c'est-à-dire des attaques menées par des étrangers sur le sol français et inversement. La méthode mise sur le manque de communication entre les différents services de renseignement européens. Alexandre Leduc nous en dit plus. Ayoub Al-Kazani, djihadiste franco-marocain, connu des services de renseignement espagnols, français, belges et allemands, auteur de l'attentat du Thalys le 21 août dernier. Ayoub Al-Kazani, c'est l'exemple type de la nouvelle stratégie adoptée par l'État islamique, la stratégie des frappes obliques. Objectif, brouiller les différents services de renseignement nationaux européens. Comment ? En envoyant en mission des terroristes de l'Union européenne perpétrer des attentats dans un pays dont ils ne sont pas ressortissants. L'un des premiers à avoir testé cette stratégie, Mehdi Nemmouche, djihadiste français, auteur de l'attentat de Bruxelles le 24 mai 2014. Cette nouvelle stratégie de l'État islamique vient d'être dévoilée dans un document confidentiel des services de renseignement intérieur français. Elle suscite l'inquiétude des élites politiques et militaires de l'Hexagone. D'abord, je crois que les Français doivent être conscients que nous allons vers des attentats majeurs en France. Ça, c'est absolument évident et donc ils doivent être préparés. Et une des tâches du pouvoir politique, c'est de leur dire qu'il y aura des attentats de masse en France. Les services européens pourraient alors être tentés de consolider leur collaboration afin de contrer cette menace. La nouvelle stratégie de l'État islamique, une organisation qui a maintes fois prouvé sa capacité à faire fi des frontières étatiques. Et dans ce contexte, les États-Unis ont donné leur feu vert à l'envoi de forces spéciales dans le nord du pays. Elles vont participer à l'effort de guerre contre les terroristes de l'État islamique. Un changement de stratégie qui intervient au moment où l'aviation russe mène des frappes aériennes dans le pays. Alors est-ce qu'on se dirige vers une guerre de procuration entre Moscou et Washington? On va poser la question à notre invité dans quelques instants, juste après ce sujet d'Alexandre Leduc. Pour l'heure, il n'y a aucun soldat américain en Syrie. Mais dans plusieurs semaines, le premier contingent de forces spéciales américaines commencera à se déployer derrière la ligne de front dans le cadre de ce que la Maison-Blanche appelle une mission de formation et non de combat. Mais selon des sources au sein de la sécurité nationale, ces soldats, au nombre de 50, participeront néanmoins à de dangereuses missions, telles que des missions de libération d'otages. Ces soldats des forces spéciales ne seront pas déployés en première ligne. Alors pourquoi les envoyer en Syrie maintenant? Les forces spéciales américaines seront utilisées afin de permettre aux milices locales de reprendre et de tenir le fief de l'État islamique de Raqqa, sécuriser la frontière syro-turque et couper les lignes d'approvisionnement de l'EI en Irak et en Syrie. Et pour en parler, nous accueillons tout de suite Jonathan Spyer. Docteur Jonathan Spyer, bonjour. Vous êtes directeur du Centre Rubin pour les affaires internationales et membre du Forum Moyen-Orient. Qu'est-ce que ce déploiement des forces spéciales américaines va changer? Les forces américaines sont là-bas en petit nombre. Elles sont prêtes à planifier les opérations. Et envoyer 50 personnes, c'est très limité. Mais si on considère que ça fait partie de la stratégie américaine de créer une nouvelle force qui combine les forces kurdes avec d'autres milices arabes rebelles, qui a poussé en tout cas les États-Unis à changer de stratégie jusque-là, même si c'est un nombre limité, ce n'était pas envisagé d'envoyer des troupes sur place. Well, the United States had a unsuccessful
Eh bien, les États-Unis avaient une stratégie plutôt qui manquait de succès, qui en 5 ans devait envoyer des milliers de rebelles sur le terrain. Mais cette stratégie a été abandonnée. Ils n'ont même pas créé 1000 rebelles. Et ce projet a maintenant été abandonné. Alors ils ont dû essayer de trouver une nouvelle stratégie, car les États-Unis restent engagés dans la guerre contre Daesh et l'État islamique. Je pense que l'entrée de la Russie dans la guerre contre les rebelles qui se battent contre le régime d'Assad force les États-Unis à apporter un équilibre. Sinon, il risque le fait que la Russie devienne l'acteur majeur en Syrie et en Irak. Alors, vous avez parlé de cette entrée de la Russie dans le jeu syrien et c'est ça donc qui a poussé les États-Unis également à lutter contre l'État islamique sur place. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une guerre par procuration entre Moscou et Washington? Évidemment, c'est quelque chose à quoi tout le monde pense. Et nous pensons que des efforts seront faits entre les États-Unis et la Russie. Nous avons déjà vu Israël et la Russie qui essayent de démarquer des endroits où ils peuvent agir. Ils essaieront de communiquer pour essayer d'éviter des incompréhensions ou des confrontations. Mais vous devez garder à l'esprit que la Russie opère plutôt à l'ouest contre les rebelles qui se battent contre Assad, alors que les États-Unis, si ils opèrent en Syrie, opéreront au nord-est. Alors les dangers sont très limités. Mais je pense qu'un mécanisme sera mis en place pour éviter ce genre de dérive. Merci beaucoup, Dr Jonathan Spyer, pour cette interview. Thank you very much. C'était il y a tout juste 20 ans, l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Toute la semaine, les Israéliens ont rendu hommage à l'ancien Premier ministre israélien. Des commémorations qui trouvent une résonance particulière cette année alors que le pays est frappé par une vague de terreur. On voit ça avec Myriam Amman. Des dizaines de milliers de personnes sur la place Yitzhak Rabin. Des Israéliens de droite comme de gauche, réunis pour rendre hommage au Premier ministre assassiné il y a 20 ans sur cette même place. Les déclarations d'hommage se sont enchaînées et les invités de marque aussi. Bill Clinton sur place et Barack Obama, dans un message enregistré, ont appelé les Israéliens à poursuivre l'œuvre d'Yitzhak Rabin. La prochaine étape dépend de votre décision. Si vous décidez qu'Yitzhak Rabin avait raison, qu'il faut vivre avec son voisin, que vous voulez offrir une chance à vos enfants, que vous voulez vivre en paix. Ceux qui l'aimaient et qui aiment Israël prient pour que vous preniez la bonne décision. Yitzhak Rabin a compris le danger auquel Israël devait faire face. Après tout, il défendait lui-même Israël, en tant que soldat et en tant que général. Mais il a aussi dit qu'on ne pouvait dominer éternellement les Palestiniens par la force. Et il cherchait chaque occasion, chaque chance pour aboutir à la paix. Le président israélien s'est lui attaqué aux incitations à la haine et à la violence à l'encontre d'hommes politiques. Lui-même a reçu de nombreuses menaces de mort. À ceux qui menacent, à ceux qui lèvent le poing, à ceux qui dessinent des images d'uniformes SS. Je veux vous dire que nous n'avons pas peur de vous. De la musique, des discours, des ballons, mais les visages graves, les récentes violences qui secouent le pays ont plané samedi soir sur la place Rabin.
20 ans donc depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin. On en parle avec vous, Gilad Shaer, bonjour. Vous faisiez partie de la délégation israélienne pour la négociation des accords intérimaires d'Oslo II. Vous étiez également chef de cabinet sous Ehud Barak, ancien Premier ministre et ministre de la Défense, négociateur en chef également à cette époque-là. Beaucoup donc de positions politiques. Vous occupez des positions politiques justement à l'époque de l'Intifada 1, de la deuxième Intifada. On parle de troisième Intifada, l'Intifada des couteaux en tout cas. Si vous deviez comparer aujourd'hui la gestion des autorités à l'époque et celle aujourd'hui, quels sont les points communs, les différences? Écoutez, en ce qui concerne, si vous voulez, le cercle de défense du Premier ministre, des agences de sécurité, les services secrets, etc., je pense que nous avons pris notre leçon. En ce qui concerne la politique étrangère, vis-à-vis les Palestiniens, vis-à-vis le monde arabe, vis-à-vis l'Europe et l'Amérique, en ce qui concerne deux États pour deux peuples qui étaient, si vous voulez, la direction vers laquelle Rabin a mené le peuple, là, je ne suis pas sûr que je peux vous donner une réponse affirmative. Vous avez dit qu'on a en tout cas retenu les leçons d'un point de vue sécuritaire. Qu'est-ce qui a changé depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin? Est-ce que ça peut encore se reproduire aujourd'hui, l'assassinat d'un Premier ministre, tant du côté sécuritaire, puisqu'il y a une véritable erreur du Shabak, que du côté de l'incitation à la haine? Malheureusement, ma réponse ici, je doute que ce soit hermétique. Donc on peut très bien pénétrer, même avec tout ce que nous faisons pour la protection du Premier ministre et des ministres de son entourage. Ça peut se reproduire, ça peut se répéter. Et l'incitation, la haine, le manque de dialogue, l'absence de dialogue interne dans le peuple israélien peut reproduire encore une fois vraiment ce désastre. Et il y a une responsabilité aujourd'hui des politiques israéliens dans cette incitation à la haine. Et c'est vrai que ces commémorations ont une résonance particulière cette année avec la vague de terreur que traverse le pays. L'incitation, d'ailleurs, c'est une incitation qui est, dans la plupart des cas, une incitation arabe, musulmane, palestinienne. Mais dans le peuple israélien, dans le peuple juif israélien, il y a aussi une incitation contre ceux qui voudraient suivre le chemin que Rabin nous a dessiné, si vous voulez. Et là, je vois le grand danger interne dans le peuple israélien qui vit en Israël même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les secteurs différents, les colons d'une part, la droite, de l'extrême droite de l'autre part, si vous voulez, la grande distance qu'il y a en ce moment entre le discours religieux et le discours séculaire. Je vois beaucoup de problèmes qui peuvent surgir et se présenter devant nous dans l'avenir tout proche. Ouais, donc il y a des divisions au sein de la société israélienne et vous l'avez dit, en tout cas dans cette dernière vague de terreur, la problématique elle vient plus des dirigeants palestiniens avec ces discours d'incitation à la haine. Que peut faire Israël pour lutter contre cela? D'abord, il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre la délégitimation d'Israël. Il faut lutter contre le BDS. Il faut lutter contre, si vous voulez, le double standard par lequel Israël est jugé sur le front international. Mais en même temps, il faut faire tout ce que nous pouvons pour se séparer les uns des autres, Israéliens de Palestiniens, pour avoir deux États pour deux peuples, avec une frontière qui passe, une frontière politique et géographique qui est soulignée entre les deux États. Et pour ça, il faut négocier. Il faut négocier et sur le plan bilatéral, et sur le plan régional, et sur le plan international. C'est ce que nous devons faire. Alors, un processus de paix qui, en tout cas, pour l'heure bloqué. Merci beaucoup, Gilad Shaer, pour cette interview. À vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. C'est Défense. Soyez au rendez-vous.